Un juge d'instruction assassiné à Marseille. Indignation après l'attentat antisémite d'Anvers, manifestation de solidarité ce soir à Paris. Les coupes européennes de football, Bastia-Tbilissi, match nul, un partout. Bordeaux-Hambourg en direct, juste après ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Pierre Michel, 38 ans, 2 enfants, était un magistrat brillant, chargé de tous les grands dossiers criminels de la région de Marseille, et notamment des affaires de stupéfiants, de fausses monnaies et aussi de la tuerie du bar du téléphone. Les faits d'abord sur des images très dures. L'immeuble du Corbusier, dans le 6e arrondissement de Marseille. Il est 13 h. En bas, la contre-allée du boulevard Michelet. Un motard coiffé d'un casque blanc s'arrête à un feu rouge. Il est rejoint par une autre moto sur laquelle sont assis 2 jeunes gens. 3 coups de feu retentissent. Le juge d'instruction Pierre Michel est atteint de 3 balles de 11,43, dont 2 à la tête et 1 dans le thorax. La mort est instantanée. Pierre Michel avait 38 ans, marié, père de 2 enfants. Il était juge d'instruction à Marseille depuis 1974 et avait été chargé de nombreux dossiers criminels, parmi lesquels la célèbre affaire de la tuerie du bar du téléphone en 1978. Depuis, le juge travaillait étroitement avec ses collègues italiens sur une possible renaissance de la French Connection concernant le trafic de drogue en direction Europe-États-Unis. Pas d'indice. Une chose est certaine, c'est un coup de professionnel parfaitement mis au point. Les 2 meurtriers ont pris la fuite. Pour le compte de qui ont-ils agi? Le juge Michel était-il sur le point de découvrir une grosse affaire? S'agit-il d'un geste spectaculaire destiné à impressionner les autres magistrats ou même le milieu international? Personne ne le sait. Pour le moment, il n'y a ni piste ni explication. Ce soir, magistrats et avocats rendent hommage au juge Pierre Michel, qui faisait partie de cette nouvelle génération de magistrats, plus enquêteurs sur le terrain que leurs prédécesseurs. Toute la justice qui est attaquée lorsque l'on tue un juge, on s'attaque à un des piliers de la société, c'est la justice. Il ne faut pas que la justice soit remise en cause, surtout pas de cette manière. Et je pense que c'était un magistrat extraordinaire, magistrat très courageux dans son travail, et je pense qu'il en est mort. Qui a abattu le juge Michel et pourquoi? Entre toutes les affaires de grandes et de petites truanderies dont le juge était chargé, plusieurs hypothèses sont possibles, Paul Lefebvre. Oui, d'abord ces faits démontrent que la vie d'un juge d'instruction n'est pas de tout repos. Ce sont généralement des gens discrets qui ne parlent pas des menaces dont ils sont l'objet. Pierre Michel d'ailleurs se sentait menacé, il l'avait d'ailleurs dit il y a environ 1 semaine. Pierre Michel travaillait sur d'énormes dossiers. Simpson Jones vient de vous le dire, en effet, la tuerie du bar du téléphone, et il cherchait toujours. C'est une affaire qui n'est pas très facile. Et puis il était devenu en effet l'un des spécialistes français des trafics de drogue. Et depuis 2 ans environ, il travaillait en étroite collaboration avec ses collègues italiens pour abattre et démanteler les réseaux de transport et de transformation de la drogue. L'un de ses collègues italiens, d'ailleurs le juge Gaetano Costa, avait été abattu d'ailleurs l'année dernière, et les juges italiens étaient venus d'ailleurs le voir il y a environ une quinzaine de jours à Marseille. Eux, ils étaient parfaitement protégés par des gardes du corps. C'était des juges de Palerme, et Palerme, vous savez, c'est l'une des villes de la mafia. Doit-on faire le rapprochement? Je ne sais pas, mais il est certain que la technique employée est une technique que l'on retrouve souvent en Italie pour abattre les magistrats ou les policiers, comme 2 ont été abattus aujourd'hui à Rome, d'ailleurs de la même façon. Alors, Pierre Michel s'occupait particulièrement d'un gros réseau, et en juin 80, justement, il avait participé au démantèlement d'un énorme réseau qui avait été découvert avec un laboratoire près de Milan, dans le château de Serrestano. Alors, doit-on faire le rapprochement avec la mafia? On ne sait pas encore, c'est beaucoup trop tôt, mais je suppose qu'il a sans doute été assassiné parce que quelqu'un lui avait dit quelque chose, ou que quelqu'un allait lui dire quelque chose. En tout cas, en France, à la différence de l'Italie, Dieu merci, l'assassinat d'un magistrat est quand même un seuil très rarement franchi par les truands français. En effet, c'est le 2e depuis le 3 juillet 75, c'est-à-dire le jour de l'assassinat du juge François Renaud à Lyon. Personne ne sait d'ailleurs trop par qui, mais vous savez que beaucoup d'hypothèses circulent encore à Lyon. Depuis une dizaine d'années, on constate donc que le magistrat n'est plus protégé par cette règle tacite de l'ancien milieu. On ne touche pas au juge, même s'il vous condamne. L'image du magistrat est en quelque sorte désacralisée, comme d'autres valeurs que certains appellent des tabous.
Oui, Paul, 6 ans, en effet, après le shérif, après le juge Renaud à Lyon, Pierre Michel est donc le second juge à mourir pour son métier. Gaël Monlahuc. François Renaud, dit le shérif, juge d'instruction, abattu le 3 juillet 1975 devant son domicile. Ces assassins, ils étaient 3, n'ont pas encore été arrêtés. Plusieurs hypothèses sont émises. On a surtout parlé du gang des Lyonnais. Mais le juge Renaud, comme le juge Michel abattu ce matin, s'occupait de nombreuses affaires criminelles. En particulier, depuis 1974, un important hold-up commis à Strasbourg qui aurait pu, dit-on, aboutir à une affaire politique. 3 ans après, le juge d'instance à Lyon, Noël Dex, qui avait aussi instruit ce dossier de Strasbourg, est enlevé. Il sera retrouvé 48 heures après, attaché à un arbre. En 10 ans, 12 magistrats ont été enlevés ou agressés. En juillet 1975, au palais de justice de Paris, le président du tribunal, André Cosette, et le substitut, Antoine Michel, sont pris en otage par Jean-Charles Villequet, qui s'évade. Déjà, Jacques Messrine, en 1973, s'était évadé de la même façon du palais de justice de Compiègne. Et en 1978, alors en cavale, il s'introduit chez le juge Charles Petit en son absence et séquestre quelques heures des membres de sa famille. En 1977, c'est un attentat à la bombe qui détruit l'appartement du juge Zollinger. Et en 1979, un mouvement autonome dévaste le logement du substitut général Berger. Ceci pour les affaires les plus connues, sans mentionner les menaces de mort que reçoivent couramment certains magistrats. La justice est en deuil, déclare ce soir le garde des Sceaux, Robert Badinter, qui souligne la valeur exceptionnelle du magistrat assassiné. Réaction du ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, ce meurtre n'est pas admissible dans un pays civilisé. L'inadmissible, c'est aussi une fois de plus le fléau de l'antisémitisme, la bête immonde qui a tué et blessé des juifs hier encore à Anvers. L'indignation est unanime en Belgique et en France où les partis politiques et de multiples associations expriment leur dégoût et leur solidarité. Une manifestation vient d'avoir lieu à Paris dans le Marais au monument du martyr juif inconnu. L'attentat, qui avait été revendiqué une première fois hier par une organisation Action Directe inconnue des policiers belges, l'attentat a fait l'objet aujourd'hui d'une nouvelle demande de paternité. Septembre Noir, une organisation palestinienne extrémiste, a revendiqué l'attentat. Un attentat minutieusement organisé et qui, pour les enquêteurs, rappelle celui de Copernic. C'est une charge de 100 kilos d'explosifs qui était cachée dans une camionnette prétendument en panne. La communauté juive d'Anvers met en cause l'insuffisance du dispositif de sécurité officiel et s'organise. Sur place, Daniel Lecomte a mené l'enquête. L'impact a été rebouché, mais c'est ici qu'à 8h55 mardi matin, l'estafette piégée bourrée de 100 kg de TNT s'est volatilisée à quelques dizaines de mètres d'une petite synagogue. Cette rue, c'est le cœur de la communauté juive d'Anvers, le cœur aussi de l'activité diamantaire dans la ville. Des bâtiments modernes dont les centaines de fenêtres ont été soufflées, les portes arrachées par la déflagration. Des décombres où les locataires viennent aujourd'hui mesurer l'étendue du désastre. On a retiré 3 morts et plus d'une centaine de blessés. Heureusement, à cause des fêtes donc, qui a eu lieu cette semaine à Anvers, il y avait pas beaucoup de monde qui était sur place parce que sinon ça aurait été une vraie catastrophe. Et alors, ici, dans l'Union des Diamantaires, ici, est-ce qu'il y a eu des gens très gravement blessés? Oui, ici, dans le building qui s'appelle donc le Diamond Office, il y avait tous les blessés graves qui se trouvaient ici à cause de la déflagration. À Anvers, on s'étonne de certaines négligences. Depuis l'année dernière, la rue où s'est déroulé le drame est interdite aux voitures de 9h à 17h. Il aura donc suffi aux assassins d'abandonner de nuit leurs voitures piégées. Mais pourquoi, dit-on aujourd'hui, la police qui surveille le quartier la journée relâche-t-elle sa surveillance après la fermeture des magasins? Dans la maison, la déflagration a eu lieu. Puis je suis sorti et j'ai vu une flamme gigantesque qui atteignait au moins la hauteur des blocs. Donc c'est pas rien, et une voiture flambée. La hauteur de l'immeuble ici, là. Oui, là au bout donc. L'ampleur de la flamme, donc, la largeur de la rue et... Sur toute la largeur de la rue. Sur toute la largeur de la rue et au moins aussi haut que ce building qui fait quand même 10 étages. D'abord j'ai calmé mon personnel et puis on a très vite vu ce qui est arrivé, les ambulances, les blessés qui couraient, le sang. Enfin, bon, c'est terrible quoi. Mais c'est donc la dignité humaine qui a ici été attaquée. Et c'est ça qui est horrifiant, pas seulement horrible, mais en même temps menaçant pour l'avenir.
si la dignité humaine ne va plus être respectée, aujourd'hui ce sera le juif, demain ça pourra être le communiste, le catholique, le protestant, n'importe quel être humain qui ne va pas se soumettre à un certain ordre d'idées à sens unique, comme on l'a vu d'ailleurs en 1933 en Allemagne. Ce soir, l'enquête sur cet attentat qui, je vous le rappelle, a fait 3 morts et une centaine de blessés, dont plusieurs dans un état très grave. L'enquête s'étend à l'ensemble de la Belgique et à l'étranger. Un Algérien aurait été arrêté, mais on n'a pas plus de précision pour l'instant. Moscou propose à Washington d'interdire le principe même d'une attaque nucléaire. C'est une proposition qui n'est pas crédible, répond Washington, et de toute façon, le président des États-Unis, Ronald Reagan, qui essaye d'adoucir ses phrases d'hier sur la possibilité d'une guerre nucléaire en Europe, répond aujourd'hui, ce serait de la tromperie pure et simple, dit-il, d'imaginer que les États-Unis puissent mener une guerre nucléaire aux dépens de l'Europe. Ronald Reagan se rend au sommet nord-sud de Cancun, qui commence demain, sans illusion, a-t-il dit, sur l'étendue des progrès qui peuvent y être faits pour résoudre les problèmes du développement. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit du président Mitterrand, qui achève aujourd'hui sa visite officielle dans la capitale mexicaine, avant de rejoindre à son tour Cancun. Cancun qui se prépare à accueillir demain 22 chefs d'État et de gouvernement représentant les 2/3 de l'humanité. Ce décor de carte postale, c'est celui de Cancun où 22 chefs d'État vont évoquer le dialogue possible entre pays riches et pays pauvres. Cette station de luxe qui semble couper des réalités est déjà un défi au tiers-monde. Autrefois village de pêcheurs de 800 habitants, Cancun est devenu une cité touristique qui cette année a pu accueillir 600 000 vacanciers, la plupart américains. Mais l'expansion du tourisme attire, dit-on, la main-d'œuvre, les Indiens notamment. Mais si l'on a choisi Cancun, ce n'est pas pour l'exemple, mais pour la sécurité. Une seule roue met à la station et l'armée peut facilement contrôler les moindres déplacements. Pour protéger les délégations, des vedettes de la marine mexicaine patrouillent jour et nuit le long de la côte des Caraïbes. Il faut assurer la sécurité de 22 chefs d'État. La plupart des chefs d'État sont déjà sur place, comme Mme Gandhi ou le président Ronald Reagan. Ils symbolisent tous deux le fossé entre la puissance de l'Amérique et la pauvreté de l'Inde. L'enjeu de ce sommet Nord-Sud, soulager la crise d'un monde de plus en plus écartelé entre les pays riches et les pays pauvres, entre le Nord et le Sud. 3 pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, vont sans doute participer à la force multilatérale de paix dans le Sinaï prévue par les accords de Camp David. La décision définitive n'a pas encore été officiellement prise à Paris, mais elle semble acquise. L'Inde va acheter à la France 150 Mirage 2000, qui sont le fleuron de la production d'Assaut, un contrat qui atteindra près de 3 milliards de dollars et qui, à la veille de la visite officielle en France du Premier ministre indien, Mme Gandhi, illustre de façon particulièrement profitable pour la France le rapprochement avec New Delhi. Lech Walesa, retardé à Orly, à l'encontre de plusieurs personnalités de l'opposition. Il s'agit là en fait d'une transformation, certains diraient d'une dégradation des mœurs parlementaires françaises. Cet après-midi à France Inter, dans l'émission Face au public, Lionel Jospin, le chef du Parti socialiste, n'a pas hésité à soutenir à fond le député socialiste avec des arguments qui, pour être pris aux États-Unis, ne manquent pas d'intérêt. Écoutez, monsieur Jospin. Aux États-Unis, ces choses sont avouées de façon soit cynique, soit au contraire sincère, ingénue et naïve, selon qu'on préfère l'une ou l'autre chose. Il y a des députés qu'on appelle chargés de défendre des lobbies, des groupes d'intérêt, et qui interviennent clairement pour défendre soit les industries d'armement, soit telle grande banque, soit telle compagnie multinationale. Eh bien, ce qui existe de façon ouverte, évidente, spectaculaire aux États-Unis, où on a le sens de la franchise, dans un pays plus feutré, plus convenance, ou plus d'hypocrite, comme la France ou le système politique français, cela existe aussi, mais on le masque. Alors, on peut invoquer le ton ou tel mot excessif, mais je pense que l'intervention de ce député socialiste hier, eh bien, visait à décrire une réalité qui n'est pas simplement économique, mais sociologique, et qui met en cause des individus. Moi, je ne crains pas de dire qu'en tant que député, je dois concourir à l'intérêt général, mais je défends aussi un certain nombre d'intérêts. Il y a une droite et une gauche en France. Nous ne sommes pas indifférenciés, on ne peut pas me confondre, moi, avec tel député conservateur. Alors, je crois que c'est ce qui a été dit hier. Il y a effectivement des liens entre certaines familles politiques et les hommes qui les représentent et des grands intérêts.
À l'Assemblée, ce soir, les députés poursuivent le débat après avoir passé la matinée à commenter ces incidents d'hier. Alors maintenant, quelle est l'ambiance, Daniel Brem? Les exercices de défoulement de la nuit dernière et de la matinée n'ont pas, il s'en faut, purgé le ciel parlementaire. L'Assemblée ressemble toujours à une poudrière que la moindre étincelle fait exploser. Avec un peu plus de précaution de langage que les jours précédents, parfois de l'humour, parfois une ironie glacée, les deux camps ont poursuivi cet après-midi leur guerre de religion. Pierre Joxe, le président du groupe socialiste, tourné vers l'opposition, a lancé « Continuez, messieurs, à retarder ce débat alors que des millions passent la frontière. Le moment viendra où vous serez porteur d'une telle responsabilité que vous renoncerez de vous-même à votre tactique. » Réplique immédiate de M. Millon UDF « Vous savez que vous échouerez et vous cherchez des boucs émissaires. » Le nombre des combattants, vous le constatez, avait nettement diminué en séance, mais leur énergie et leurs arguments acérés paraissent tout à fait inoxydables, pour ne pas dire inusables. En tout cas, le débat promet maintenant de s'accélérer après la décision de l'opposition de renoncer à défendre une partie de ses amendements. Quelques heures après le vote de l'article de loi nationalisant son groupe financier, le président de la Banque de Paris et des Pays-Bas, Pierre Moussa, a décidé de démissionner. Pierre Moussa, qui est le premier PDG d'un groupe nationalisable à claquer ainsi la porte, avait essayé sans succès de négocier un compromis avec le gouvernement. Commentaire du ministre de l'économie et des finances, M. Moussa n'avait pas rempli ses engagements, a dit Jacques Delors, faisant allusion à la tentative de prise de contrôle de la filiale suisse de Paribas par des groupes alliés. Une petite phrase qui mérite d'être relevée, il s'agit cette fois de politique politicienne, c'est une phrase de Michel Rocard, ministre du Plan, invité d'Antenne de Midi et interrogé sur les courants à l'intérieur du Parti socialiste à la veille du congrès de Valence. Il en est des courants comme des morceaux de sucre, a dit Michel Rocard, ils fondent dans l'eau, mais ensuite l'eau n'a plus le même goût. Réplique de Lionel Jospin, interrogé par Paul Amar cet après-midi à France Inter, encore faut-il être sûr qu'il s'agisse bien d'un sucre. Les pharmaciens ne sont pas contents et si vous avez voulu cet après-midi vous fournir chez votre apothicaire favori, vous avez trouvé le rideau fermé. La quasi-totalité des 200 000 pharmacies privées ont en effet obéi au mot d'ordre de leur syndicat. Motif de la grogne, l'ouverture de 9 nouvelles pharmacies mutualistes. S'agit-il d'une vraie concurrence pour les pharmaciens? Pourquoi cette grève? Le dossier du jour avec Martine Alain-Regnault à Dieppe. 230 ordonnances, 10 préparations par jour en moyenne, 3 pharmaciens présents en permanence. Sur les hauteurs de Dieppe, cette pharmacie rend de 9h à midi, de 14h à 19h dimanche et lundi matin exclus, rigoureusement les mêmes services qu'une autre. On y trouve toutes les spécialités que peuvent prescrire les médecins. Ici, comme ailleurs, un pharmacien diplômé délivre les médicaments, vérifie les ordonnances. Comme dans toutes les autres pharmacies, il est responsable et passible des tribunaux s'il se trompe. Pourtant, cette pharmacie est fondamentalement différente. D'abord, tous ses clients sont obligatoirement des mutualistes, on y vend uniquement des médicaments et surtout, on ne paie pas. On donne son ordonnance, on reçoit les médicaments, c'est la mutuelle qui avance l'argent et se fera rembourser par la sécurité sociale. C'est une pharmacie mutualiste, elle est le tiers payant. C'est la dernière née des succursales de santé de l'Union mutualiste de la Seine-Maritime, reliée par ordinateur à la maison mère de Rouen, où tout se gère et se décide, y compris le choix du pharmacien-chef salarié. On travaille 40 heures par semaine. Et vous gagnez combien? En ce qui me concerne, je gagne 1 400 000 anciens francs par mois. Et un débutant gagne combien ici? Un débutant ici est à l'indice 525, c'est-à-dire environ 8 400 francs par mois. Vous avez des rapports avec les pharmaciens d'officine des environs? Pas du tout et je le déplore. Pourquoi? Vous êtes un pestiféré C'est pas moi qui le dis, mais on est un petit peu mis à l'écart parce que nous travaillons dans une pharmacie mutualiste. On a tendance à penser que nous ne sommes pas des pharmaciens comme les autres. Parce que vous êtes salarié? Parce que je travaille dans une pharmacie mutualiste. Parce que les pharmaciens privés ont des salariés des fois, quand leur pharmacie est assez importante, pour accueillir un pharmacien assistant. C'est pas le problème du salariat qui est important dans l'affaire, c'est l'éthique différente de la profession d'un côté et de l'autre. Moi je suis dans une pharmacie mutualiste, donc j'ai une relation plus sociale que financière avec les assurés, alors qu'un pharmacien privé, il y a quand même une relation argent. C'est quand même un commerce, je veux dire. 80% des habitants de Dieppe cotisent à une mutuelle, mais ils ne sont pas toujours au courant des problèmes des pharmacies.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une pharmacie mutualiste? Non? Je sais pas. Il n'y a que les fonctionnaires, les gens qui travaillent à la SNCF ou des choses comme ça, je suppose. Vous savez s'il y en a une dans votre région? Ah oui, j'en ai une même. Ouais. Vous en faites partie? Oui, j'ai la carte là. Je vais dans ma pharmacie mutualiste. Et vous ne payez Alors rien? je ne paye pas de médicaments. Je ne paye pas de Et médicaments. vous y allez régulièrement? Ah ben quand j'ai une consultation du docteur, sans ça autrement je ne n'y vais pas. Et c'est loin de chez vous? C'est à 6 km. Les pharmaciens libéraux de la ville ont-ils vraiment peur de voir leurs clients faire jusqu'à 6 km pour profiter du tiers payant? Nous ne le saurons pas car ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. Aujourd'hui, ils ont fait grève et rappelé qu'eux aussi peuvent pratiquer le tiers payant. Il y a en tout 57 pharmacies mutualistes, mais au-delà de ce problème-là, les pharmaciens sont inquiets des projets du ministre de la Santé, M. Ralit. Le président du syndicat des pharmaciens d'officine, M. Pecre, sera tout à l'heure l'invité de notre dernier journal à 23h50. À l'instant, j'apprends que l'assassinat du juge Pierre Michel vient d'être revendiqué par un groupe autonome du 22 janvier. Ce groupe prétend avoir déjà manifesté son existence il y a 3 ans en saccageant l'appartement d'un magistrat parisien, le juge Berger, en réponse au jugement des 4 de Saint-Lazare qui avaient été, vous vous en souvenez, condamnés pour bris de vitrine. C'est donc la toute dernière nouvelle sur l'assassinat du juge Pierre Michel. Le football maintenant, en Coupe des Coupes. Le Sporting de Bastia accueillait en fin d'après-midi le Dynamo de Tbilissi, tenant du titre. Vous avez peut-être eu la chance de suivre en direct cette rencontre sur Antenne 2 juste avant ce journal. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas pu le faire, je vous en rappelle le score, match nul 1-1, et je vous propose de revoir les buts. 55e minute d'un match équilibré jusqu'alors entre Bastia à droite de votre écran et le Dynamo de Tbilissi à l'attaque. Ici, Goudzaïev. Un débordement, il efface Orlanducci, sortie de Yar, un centre, Soulakvelidze intercepte et marque, 1-0 pour les soviétiques. Nous voyons le ralenti, Orlanducci est dans le vent, le centre et le but de Soulakvelidze. 65e minute, Papy, loin devant, Mila, et ici regardez un débordement de Mila qui centre, Papy bien placé, rate son tir, Mila intercepte à la limite du hors-jeu et égalise, un partout, pas de tâche des points aujourd'hui, mais un match retour bien difficile pour Bastia, le 4 novembre en Géorgie. L'autre grande rencontre du jour, c'est bien sûr Bordeaux-Hambourg qui va commencer dans quelques minutes et que vous pourrez suivre en direct sur Antenne 2 juste après ce journal. Maintenant, les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet demain à Saint-Cloud dans le prix de l'élevage. Le 17, le 13, le 6, le 18, le 9, le 8, le 10 et le 1. Et maintenant, le temps, Alain Gillot-Pétré. Vous me cherchez, je suis là, oui, je suis derrière la caméra. Saluons pour demain le retour des premières gelées, c'est tout à fait normal. On les a frôlées la nuit dernière, on les aura la nuit prochaine de -1 à -3 degrés à l'intérieur et ça s'aggravera encore plus la nuit suivante. Demain, en effet, le temps sera frais et instable sur tout le pays. Vous allez voir notre carte avec pas mal de nuages encore, mais tout de même, il y aura de belles éclaircies en alternance avec des passages nuageux accompagnés de giboulées de pluie, de neige sur le Jura, les Vosges et le nord des Alpes, d'orages en Corse. Tout de même, les éclaircies seront encore plus belles et sans pluie de la Vendée à l'Aquitaine et sur les côtes de la Méditerranée. Compte tenu que les températures seront encore en baisse par rapport à aujourd'hui, eh bien, l'Agence pour les économies d'énergie vous recommande de chauffer où vous voulez, sauf près de la Méditerranée. Mettez un pull demain, Christine. Voilà, je vous rappelle les titres rapidement de ce journal. Un juge d'instruction assassiné à Marseille, indignation après l'attentat d'Anvers, football, Bastia-Tbilissi, match nul 1-1, et maintenant Bordeaux et Hambourg qui s'apprêtent à jouer. Restez avec nous sur Antenne 2. Votre dernier journal avec Jacques Merlino à 23h50. Merci d'avoir suivi ce journal et bon foot. À demain, 20h.